Le staking c'est pareil. À un moment donné, il y a un standard qui va gagner et qui va prendre la grande majorité du marché. S'il y a un slashing assez haut niveau, comment éviter qu'il se propage au plus bas? Non, tu fais pas ça. Nous, on veut pas de sécurité économique si ton truc, en fait, c'est un château de cartes. Combien je peux imaginer chercher en remettant en jeu ma liquidité pour faire du restaking? Le marché finira par s'équilibrer avec un yield à peut-être Faut voir Symbiotic en fait comme juste le module de staking pour la crypto tout simplement. Le range de ce que tu peux faire en termes de use case, il est extrêmement grand. De l'extérieur, c'est assez obscur. On commence par où? C'est des choses qui sont très abstraites parce qu'on les touche pas, mais fondamentalement, c'est pas sorcier. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis Louis, CPTO chez Myria. L'idée de ce format, c'est de vous proposer pendant une demi-heure ou peut-être un peu plus la vision d'un protocole, un point d'étape de l'origine, le concept technique, les enjeux, la roadmap et comment s'impliquer et construire dans cet écosystème. Donc on est parti pour une demi-heure ensemble et bon visionnage. Salut Edgar, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on aurait invité Edgar de chez Kiln. Aujourd'hui, on invite Edgar de Symbiotic. Donc avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux te présenter et surtout, on faisait à peu près le même métier avant. Qu'est-ce qui te fait changer de Symbiotic? Ça nous intéresse. Et après, on rentrera dans les détails de c'est quoi Symbiotic, à quoi ça sert, comment ça marche, comment on peut y participer, etc. Edgar, j'ai fait des études de commerce assez classiques et j'ai pris un peu passion pour la crypto juste avant mon master et je suis un peu tombé dedans comme ça en 2017. Comme beaucoup de nous, voilà, le FOMO, les énergies et au final, on reste forcément on expérimente des bear markets et on reste pas que pour les prix qui vont en haut et en bas, mais on reste aussi pour la tech, l'aspect politique, philosophique, qui est hyper important et je pense que c'est pour ça que les gens restent cycle après cycle. J'ai fini par travailler dans le monde de la crypto parce que ma première expérience a été chez Paris Blockchain Week. Ensuite, j'ai été chez Ledger, donc Ledger Entreprise, le compétiteur de Fireblocks, et par la suite chez Kiln. Donc Kiln qui est aussi un validateur comme Myria. Kiln, c'est à peu près le premier ou le deuxième plus gros, ça dépend, validateur en termes de volume staké. Et chez Kiln, en fait, mon travail, c'était de prioriser la roadmap des protocoles. Donc, en gros, définir où est-ce qu'on va intégrer le staking next. Est-ce que ça va être une L1? Est-ce qu'on va du coup intégrer des protocoles de restaking comme Eigenlayer qui était le premier à l'époque et prioriser aussi tous les protocoles qui peuvent être sécurisés par cet écosystème de restaking, ce qu'on appelle les AVS chez Eigenlayer et les SSN chez Symbiotic. Il y a plein d'autres noms, on peut dire AVS, on s'en fout. Mais finalement, l'écosystème de la sécurité partagée, donc le fait d'utiliser quelque chose, en gros de réhypothéquer genre un capital économique pour sécuriser autre chose, c'était avant tout mon focus. Donc je regardais aussi par exemple le Bitcoin staking. Et dans tout cet écosystème-là, forcément Eigenlayer c'était les premiers. Ils parlaient extrêmement bien de ce qu'ils faisaient. Je veux dire, le storytelling d'Eigenlayer est absolument impeccable et ça n'a pas changé. Et moi, j'étais vraiment hypé en fait par ce monde-là. Je pensais que ça allait vraiment révolutionner le staking. Et voilà, je pense que c'est Eigenlayer qui m'a beaucoup hypé en premier. Et j'ai été extrêmement déçu en fait par l'exécution. Je veux dire, c'est des gens qui sont très bons pour théoriser les choses. L'exécution, elle était catastrophique. En fait, elle manquait de pragmatisme. On pensait que on avait l'impression que c'était des gens qui n'avaient jamais développé dans le Web3 avant, qui ne pensaient pas à des usages concrets. C'était une idée plutôt qu'un cas d'usage concret. Pour donner un exemple, par exemple, pour le premier lancement d'Eigenlayer, il fallait submit des proofs de tout ce qui se passe sur la Beacon Chain. On avait fait une étude avec Kiln qu'à 100 Digway, parce qu'en fait tous ces proofs, ça coûte de l'argent, c'est du gas. Et à 100 Digway, et avec une assumption que l'APR d'Ethereum était à 3,5%, à 100 Digway, tu détruis complètement tous les revenus que tu as fait sur le staking sur le L1. Donc c'est pas du tout intéressant. Et ça c'est bon, forcément ils ont changé après, ils ont pivoté, ils ont fait ce qu'ils appellent leur PP upgrade. Mais voilà, ça c'est juste un exemple du fait que c'est pas du tout pragmatique. Et voilà, on parlera à peu près un peu des différences juste après, mais moi, c'est toujours quelque chose qui me passionnait et j'ai vu Symbiotic se lancer et j'ai vu à quel point ils arrivaient à développer vite
et à quel point ils étaient hyper pragmatiques. Et en fait, Symbiotic, c'est à la base des auditeurs, des auditeurs de smart contracts. Donc du coup, ils ont toujours été extrêmement pragmatiques. Ils en ont vu passer des smart contracts et des projets en crypto. Et donc, ils ont cette expérience-là qui permettait d'être juste beaucoup plus efficace. Et c'est pour ça que j'ai voulu les rejoindre, parce que je crois toujours dans cet écosystème-là. Et Symbiotic, c'est pour moi la meilleure équipe pour miser dessus. C'est super intéressant, ça nous fait une belle intro sur Symbiotic. Tout à l'heure, tu as dit AVS et CSN, on s'en fout. Alors que ce qu'on voit, c'est que Symbiotic, on est très attaché au concept marketing, en tout cas au concept et à mettre des noms sur le concept. D'ailleurs, est-ce que Symbiotic, c'est toujours un protocole de restaking où on parle d'universal staking aujourd'hui? Comment définir Symbiotic sans rentrer dans la comparaison tout de suite, mais comment définir aujourd'hui Symbiotic? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça résout? Pourquoi? Comment? Il faut voir Symbiotic en fait comme juste le module de staking pour la crypto, tout simplement. Il ne faut pas avoir plus compliqué. Je veux dire, en fait, à partir d'un module universel où on peut construire du staking, eh ben, on peut construire du restaking. Ça veut dire qu'on peut utiliser des assets qui sont déjà stakés, comme des LST, et prendre de la sécurité économique venant d'eux. On peut décider d'avoir son propre token et de l'intégrer dans le mix, ou par exemple d'avoir juste le token natif, juste son staking natif de son token construit au-dessus de Symbiotic. Il y a même aujourd'hui des gens qui développent des use cases beaucoup plus poussés, comme des produits d'assurance au-dessus de Symbiotic. En fait, la manière dont ça opère, c'est qu'au lieu de slasher, tu redistribues, et la chose qui va trigger le slashing, ça ne va pas être par exemple du double signing, ça va être par exemple ta maison qui brûle. Ta maison brûle, la pool de capital qui t'assurait une partie est redistribuée pour te repayer ta maison, et toi, pendant tout ce temps, tu payais des premiums. Donc les premiums, c'était les rewards, et le slashing permet du coup ce use case d'assurance on-chain. Et techniquement aujourd'hui, vous êtes reparti avec le concept du restaking, de réutiliser la sécurité en premier d'Ethereum, mais aujourd'hui j'ai l'impression que ça s'ouvre à aujourd'hui c'est n'importe quel asset qui est disponible. Vous avez balancé alors j'ai plus le terme exact, mais la capacité à pouvoir staker de n'importe où sur le protocole. Justement aujourd'hui techniquement, si on essaie de schématiser, d'essayer de l'expliquer en simples mots, ça donne quoi? Ça marche comment? C'est sur Ethereum? C'est pas sur Ethereum? Comment ça fonctionne? C'est sur Ethereum. Ce dont tu parles qui s'appelle le Symbiotic Relay, c'est en fait une espèce de fondation qui permettra à terme le staking de façon complètement multi-chain. En fait, ça permettra aux différents contrats de Symbiotic sur différentes VM de se communiquer entre eux. Et donc, au lieu que tu pourras avoir en fait du staking à travers Symbiotic sur plein de VM différentes, et en fait, du coup, un réseau de sidecar va communiquer entre eux et va permettre en gros de juste s'accorder sur la comptabilité du staking dans toutes ces chaînes-là. En gros, ça permettra d'unifier tout le staking tout en restant complètement multi-chain. Donc typiquement, je suis un layer 2 qui me lance demain. Je peux permettre à mes users de staker dans mon layer et sécuriser mon rollup avec Symbiotic, avec les assets stakés sur ma propre chain. Donc en gros, créer une blockchain sans me préoccuper du modèle économique, de créer des validateurs, les incentiver, sans tuer mon token, lancer un token, etc. Je peux créer un rollup ou n'importe quoi, un modèle, quelque chose qui nécessite une blockchain. Proposer à des gens de venir me confier, confier une sécurité pour pouvoir sécuriser cette application sans sacrifier et sans devoir créer tout un système économique. Il y a ça, et aussi le fait que, en parlant du Relay SDK, du coup la partie multi-chain, pourquoi c'est important pour ces rollups-là? Parce que, imaginons que les contrats de Symbiotic, ils restent que sur Symbiotic, et que du coup tout le staking se passe sur Ethereum. Le problème que tu peux avoir si tu es un L2 par exemple, tu as ton propre token ou genre tu as de la TVL sur ton L2 et tu veux de la sécurité économique pour décentraliser ton séquenceur, pour décentraliser un réseau d'attestateurs pour de la finalité instantanée. En gros, genre tu veux décentraliser un bloc de ton infrastructure blockchain, peu importe ce que c'est, la data availability par exemple. Tu n'as pas envie que tes utilisateurs ils sortent de ton L2, ils vont sur Ethereum avec leur asset et ils stake depuis Ethereum. Tu perds de la TVL en faisant ça. Donc un L2, une des métriques qu'ils regardent,
c'est combien de TVL j'arrive à garder dans le temps et comment elle croît. S'il commence à se décentraliser et que le coût de la décentralisation, ça devient je perds de la TVL, c'est beaucoup moins intéressant pour eux. Oui, donc c'est un moyen, en tant que L2, de proposer un fonctionnement similaire à une L1 à tes utilisateurs finaux, garder la liquidité dans ton écosystème sans devoir gérer l'économie d'une infrastructure, d'un validateur, etc., et décentraliser ça au maximum. Contrairement aux L2 existentiels actuels qui sont plutôt centralisés. Ouais. Super intéressant. Justement, vous réglez ce problème. Aujourd'hui, EigenLayer existait déjà, plus ou moins bien exécuté de ce point de vue-là. On a SSV qui vient du DVT, qui arrive avec leur concept de base apps, où l'idée c'est de faire du restaking sans restaker, à peu près, si je schématise. Qui gagne, de ton point de vue Entre EigenLayer et SSV et Symbiotic. Sans aller dans ce schéma-là, mais comment vous positionnez-vous par rapport à ça? Qu'est-ce qui peut faire la différence? Si moi demain je suis un builder, qu'est-ce qui fait que je vais me tourner vers Symbiotic? Qu'est-ce qui fait qu'il vaut mieux que je me tourne vers une base apps? Qu'est-ce qui fait que je choisis SSV ou EigenLayer? Et peut-être aussi une question d'économie aussi derrière. Comment vous différenciez tant techniquement qu'économiquement? Comment. Voilà, moi je suis un builder, j'arrive, je vais où? Qu'est-ce qui m'intéresse plus? Ou alors est-ce que je fais ma blockchain et je laisse ce truc-là parce que c'est trop compliqué? Moi, pour la faire simple, si je devais résumer la concurrence sur ce marché, finalement, c'est quoi? Genre, EigenLayer, SSV, Symbiotic, c'est des standards de staking pour des protocoles. En gros, comment tu intègres le staking, peu importe la forme du staking, du restaking, je sais pas quoi. Peu importe cette forme-là, en fait, la question, c'est quel standard tu vas adopter. Comme on parlait de chargeur tout à l'heure, Lightning ou USB-C. Toi, tu me disais que tout était passé sur USB-C. Moi, mon iPhone 11 Pro, grâce à Dieu, il marche encore. Mais quand il ne marchera plus, je passerai sur USB-C. Donc, j'irai vers le meilleur standard. Parce que tout le reste de mes appareils se charge avec USB-C. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Le staking, c'est pareil. À un moment donné, il y a un standard qui va gagner et qui va prendre la grande majorité du marché. Parce qu'il y a des effets de réseau, parce que c'est de la simplicité, parce que si tout le monde utilise un standard, pourquoi tu utiliserais ton propre standard? Nous, justement, on essaie d'être le plus flexible possible pour justement attirer n'importe quel type de use case qui ont plein de contraintes différentes de comment ils vont intégrer le staking dans leur protocole. Et c'est pour ça que tu as des protocoles d'assurance, par exemple on-chain, qui commencent à se build sur nous. Et sur EigenLayer, ce n'est pas possible. Parce que la fonction pour redistribuer et non pas slasher, elle est encore en train d'être scopée, elle est encore pas live. Et en fait, le problème, c'est qu'elle est très difficilement compatible avec ce qu'ils ont déjà bâti, notamment au niveau du native restaking. Même quand ce sera disponible sur EigenLayer, tu ne pourras pas avoir cette fonction de redistribution et non pas slashing sur des validateurs du L1. Ce sera forcément des ERC20. Et donc justement, on parle de standard, on parle d'uniformisation, donc ça passe par l'adoption. Aujourd'hui, en termes d'adoption, dans la courbe d'adoption, on va parler de TVL, on va peut-être parler d'utilisateurs, mais aussi d'SSN, pas d'AVS. Et dans cette question, l'idée c'est quoi le use case typique d'un SSN? Est-ce qu'il y a des trucs qui émergent un peu? Est-ce que c'est des oracles? Est-ce que c'est de la data availability? Est-ce que c'est de l'upchain pour faire de la DeFi? Est-ce que c'est… Voilà, donc, adoption, un peu des métriques, les typologies d'utilisation du protocole. Non, mais je pense que c'est ce que tu as dit, quoi. Quand on pensait protocoles qui pouvaient utiliser de la sécurité partagée, avant tout, c'était des protocoles d'infrastructure blockchain qui allaient se construire au-dessus d'Ethereum et qui voulaient la sécurité économique d'Ethereum. Donc, on va dire que c'est les types de use cases les plus évidents. Maintenant, comme je te disais, aujourd'hui, tu peux construire ta couche de staking sans même utiliser du restaking, sans même utiliser de l'Ethereum déjà staké. Et voilà, tu veux par exemple un système d'incitatif pour ton token et tu ne sais pas encore ce que tu vas en faire, tu peux construire ça sur Symbiotic. Enfin, le range de ce que tu peux faire en termes de use case, il est extrêmement grand.
Symbiotic apporte cette couche, on va dire, qui permet à chacun de créer du staking et de servir du staking pour faire incentiver, protéger, éventuellement faire de l'assurance. Qu'est-ce que vous apportez aux builders pour avancer? Quels outils vous leur mettez à disposition? Quel accompagnement vous apportez autour de ça? Comment vous les aidez à s'onboarder? De l'extérieur, c'est assez obscur. On commence par où? La seule chose que doit vraiment faire un network, c'est intégrer ce qu'on appelle un middleware. Finalement, c'est juste se poser la question de ok, comment je vais relier l'information que j'ai sur la partie staking au reste de mon protocole. Par exemple, comment je vais faire en sorte que c'est le validateur qui a 30% du réseau qui va faire 30% du travail. Et aussi, comment je m'assure que si c'est le validateur qui a 30% du réseau qui est malhonnête, comment je le slash, comment je vérifie qu'il doit être puni et combien je le punis. Et arriver à intégrer ceci du coup avec le reste du protocole. Et donc du coup, comment on les accompagne, nous, on a accompagné plein de protocoles, tous nos protocoles existants, on les a accompagnés pour construire du coup cette partie-là. Et donc on a une expertise en fait pour comprendre à quoi cette chose-là doit ressembler. Et donc c'est comme ça qu'on aide les protocoles. Ok, et justement, on parle d'accompagnement, on parle de sécurité, on parle de slashing, on a déjà eu ce débat sur une table ronde il y a quelques mois. Vu de l'extérieur, le restaking ou universal staking, en tout cas la capacité à faire du staking à un niveau un peu abstrait, un peu supérieur. On a introduit des nouvelles couches dans l'équation. Donc qui dit nouvelles couches dit forcément nouveaux enjeux de sécurité, nouveaux enjeux de hack, de smart contract, de nouveaux risques dans l'équation. Comment vous mitigez ça côté Symbiotic? Je pense qu'il y a des choses qui sont dans le protocole un peu out of the box. Comment vous accompagnez les builders à rajouter de la sécurité, en tout cas à mitiger cette sécurité, puisque c'est de mémoire sur l'ensemble du protocole, c'est un peu le château de cartes. S'il y a un slashing assez haut niveau, comment éviter qu'il se propage au plus bas, ou en tout cas qu'il puisse ne pas se propager au plus bas, puisque sinon ça peut être un empilement de liquidité. C'est le risque de l'ensemble des protocoles de restaking aujourd'hui. Pour moi, la cascade de liquidité de slashing, c'est surtout un problème si ton asset il est beaucoup leveragé sur ton protocole de restaking et on-chain. Aujourd'hui, si tu as un validateur qui est staké même à hauteur de 5%, ben en fait, c'est juste les autres protocoles qui auront d'un coup genre 5% de sécurité économique en moins. Est-ce que ça va créer une cascade de liquidité? À moins que le truc il est loupé genre 6 fois sur AV et que c'est un LRT derrière et que du coup tout le monde prend panique. En tout cas, sur la sécurité économique des protocoles qui utilisent ça, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Même avec l'empilement des cascades de LRT, LST et éventuellement de la DeFi derrière, tu vois pas un risque d'un enchaînement de cascades? Parce que quand le restaking est sorti, ça a été le point qui a été mis en avant, c'est ce risque d'effet domino. Ouais. Si on avait un protocole qui faisait défaut dans l'équation, et plus on était haut, plus il y avait un risque de défaut. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est clairement identifié, ou en tout cas, c'est quelque chose qui a été mitigé par les protocoles. En fait, là où ça baisse, c'est ça dépend des use cases. Si c'est du proof of stake assez simple, il n'y a pas trop de risque, quoi. Enfin, si tu es stashé à hauteur de 10%, c'est pas la mort en fait pour le protocole sous-jacent. Si c'est de l'assurance par exemple, et que tu as besoin de 100% du collatéral, parce que c'est potentiellement 100% du collatéral qui va être stashé, oui, à ce moment-là, tu ne peux pas le mettre sur de la DeFi au-dessus. Mais je veux dire, pour ces use cases-là, les gens sont beaucoup plus sophistiqués et savent qu'ils n'ont aucun intérêt à faire ça, quoi. Et aussi, en fait, le protocole sous-jacent qui accepte du coup ce collatéral, il n'accepterait jamais en fait que son collatéral soit réhypothéqué ailleurs et surtout sur la DeFi au-dessus, quoi. Et justement, vous, en tant que Symbiotic, est-ce que vous êtes assez agnostique de ce que font les SSN, ou vous avez quand même une capacité de veto, pas de gouvernance, parce que c'est pas de la gouvernance, mais un droit de regard sur ce qui se fait au-dessus, justement, pour éviter qu'il y ait un effet de propagation si un SSN faisait un peu border, ou en tout cas prenait des risques inutiles, volontairement ou involontairement?
Bien sûr que nous, on regarde et bien sûr que nous, on fait attention à ça. Maintenant, on n'est pas là pour faire la police. Nous, on va toujours essayer de signaler ce genre de comportement et on essaie de mettre des outils aux dispositions des nettoieurs, donc des SSN, pour qu'eux, ils puissent bien visualiser, OK, d'où vient la TVL qui est stakée chez moi, à quel point elle est restakée ou non. En gros, quel est le risque sur le collatéral qui est stacké à mon réseau. Et après, c'est à eux, en fait. C'est eux, comme ce sont les réseaux qui vont rewarder et incentiviser la TVL, c'est à eux de faire la police, dire non, 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 tu fais pas ça. Nous, on veut pas de sécurité économique si ton truc, en fait, c'est un château de cartes. Et justement, on parle de sécurité économique, on parle d'initiative, etc. On revient à des questions brutes. Je suis staker, je gagne 2,5 points ou 3 points, allez, dans les bonnes conditions sur le L1. Combien je peux imaginer chercher, sans pas un conseil d'investissement, c'est pas ça, mais combien je peux imaginer aller chercher en remettant en jeu ma liquidité pour faire du restaking? Alors, je vais être transparent, pour l'instant, il n'y a pas de reward. Pour l'instant, la plupart de nos networks, soit ils n'ont pas encore TGE, soit ils ont pour l'instant un système de points sur les deux. Et donc, il n'y a pas non plus, il n'y a pas encore de reward sharing au niveau de la TVL. Je pense que c'est quelque chose qui devrait arriver d'ici la fin du mois. On est en juillet. Et c'est quelque chose qui devrait s'amplifier vraiment avant la fin de l'année. Moi, je pense que c'est raisonnable de penser que les networks n'acceptent pas que la TVL qui soit stakée chez eux soit restakée plus de 3 fois. Donc, en ayant dit ça, je pense aussi que on va dire le marché finira par s'équilibrer avec un yield par network à peut-être 0,5%. Donc, je pense qu'on peut estimer qu'on on doit pouvoir gagner à terme à peu près 1,5% en plus. Ouais, de plus Ouais, sur le… sur le staking d'Ethereum. Après, forcément, voilà, il y aura d'autres use cases qui seront plus risqués. Je parle vraiment de la réhypothécation. Oui, c'est ça, sur un protocole standard ouais. qui prend des risques, des risques limités. Donc, avec une acceptation de risque un peu plus élevée, puisqu'on n'est pas sur du staking, native staking, mais avec une acceptation de risque plus élevée, on va pouvoir aller booster son APY sur Ethereum, mais bon, sur d'autres assets potentiellement plus. Et là, on parle que de restaking, parce que bon, il pourrait très bien y avoir demain un gros protocole de DeFi qui va avoir une grosse inflation pour backer une partie hyper importante de son protocole parce qu'il veut décentraliser quelque chose de spécifique, mais qui ne veut pas passer par la brique restaking, mais qui veut quand même construire son staking au-dessus de Symbiotic. Et tu pourrais avoir un gros protocole de DeFi qui, pour l'instant, faisait que de la gouvernance, qui commence à avoir, je sais pas, 10% d'inflation et du coup, qui aurait un APY on conséquent. redistribue le revenu, Voilà. Un peu comme on a le côté DeFi avec le fee switch, ou Les ça, fee switch, ouais. ça. Grâce à ce mécanisme-là, et redescendent comme ça et incentiver les stakers qui offrent leur liquidité pour sécuriser le protocole. Donc ça, c'est la partie économique, puisque si on prend Eagle Layer, et c'est plus ou moins le cas, mais aujourd'hui, la problématique qui a manqué sur Eagle Layer et qui fait que la TVL ça a un peu fondu au soleil, c'est le fait que les stakers ont attendu longtemps une incentive, en tout cas un reward de leur investissement, ou en tout cas de la liquidité loquée, et qu'elle est difficilement identifiable aujourd'hui. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de protocoles qui se créent pour proposer du restaking aux institutionnels, comme Byzantine ou autres. Mais aujourd'hui, c'est quand même toujours très difficile d'avoir une notion du risque et avoir une notion du revenu, ou en tout cas du boost possible. Donc c'est quelque chose qui est toujours très, très important. Si on parle roadmap aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est plus des staking pur, c'est universal staking. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre du côté de Symbiotic dans les prochains mois, dans les prochaines années? C'est quoi un peu la vision produit? C'est quoi les prochains milestones? Comment vous envisagez la suite? Nous, là, on est complètement concentré sur le fait avant la fin de l'année, avoir un Symbiotic vraiment multi-chain. Et quand on aura ça, en fait, je pense qu'il y aura énormément de use cases qui vont se développer. Et voilà, c'est ça le focus numéro 1. Et le focus numéro 2, c'est toujours d'accompagner les nouveaux networks qui vont se déployer pour que ça se fasse de la meilleure manière possible. Donc on a quand même des déploiements assez intéressants dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va nous prendre beaucoup de temps parce qu'on veut s'assurer que ce soit bien fait et que les gens qui
qui build sur notre tech, ils soient contents, ils soient pas frustrés, que ça aille vite et que voilà, qu'il y ait une activité économique sous-jacente à tout ce système de sécurité partagée. Et justement, en tant que builder, je suis nouveau, je vais où? Je vais sur le site, vous avez un Discord, ça se passe comment? Je vous attrape en event et je vous séquestre, ça se passe On a un Discord, on fait des AMA toutes les 2 semaines, on a un Twitter, @symbioticfi, on a notre site, on a notre app, notre UI. Tu peux aussi parfois interagir avec Symbiotic en dehors de l'UI de Symbiotic. Par exemple, Spark, le protocole de DeFi, il a le token SPK qui stake sur leur propre UI, mais dessous, c'est des contrats Symbiotic pour le staking. Et oui, on a une très belle documentation pour ceux qui sont les plus curieux, comprendre plus ce qui va arriver dans les prochains mois et comprendre comment on peut construire à la fois des networks sur Symbiotic, mais aussi par exemple des stratégies de yield pour du capital. Si on a par exemple des clients, si on veut, voilà, par exemple les clients de Meria par exemple, qui pourraient staker à travers un vault Meria. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des events, des grants, vous accompagnez les builders dans cette direction? Est-ce que c'est quelque chose vous les aidez pour construire? Est-ce que il y a des programmes de grants comme beaucoup de protocoles font? Est-ce que vous avez un réseau d'events pour se retrouver en local et builder des hackathons? Pour l'instant, les hackathons, c'est quelque chose qui va arriver. Pour l'instant, on n'a pas de système de grants. Les networks qui déploient en fait des réseaux et qui attractent de la sécurité économique, ils vont avoir un pourcentage de ce que les gens stake, des incentives que les gens stake sur le réseau. Donc si je déploie un network et que tous mes stakers ils ont 100 millions, moi je vais avoir à peu près 5 millions de points symbiotiques. Et voilà, c'est comme ça qu'on les incentivise. Donc nous, on les incentivise pas, on leur donne pas juste de l'argent, on attend qu'ils délivrent quelque chose et automatiquement ils seront récompensés. Ok, on a touché un point, les points symbiotiques. Ça sert à quoi les points symbiotiques? Il y a Arthur Hayes qui avait écrit un article intéressant sur les points il y a 1 an et demi. Je vous invite à le lire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense qu'on a eu très bonne vision. C'est très difficile toujours de parler de restaking et de parler d'avoir un discours accessible sur ces sujets-là ou d'universal staking plutôt, parce que c'est assez. Il faut déjà comprendre ce que c'est le staking avant d'en rentrer, mais je pense que les gens dont c'est le sujet, ou en tout cas l'intérêt, comprendront les tenants aboutissants. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu couvrir aujourd'hui? Ou sinon, je te laisse le mot de la fin. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis sur le fait que ça peut être assez abstrait. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à aller sur la documentation, même pas lire en fait, et juste regarder les images et les graphiques en fait, parce que c'est ça qui rend la chose plus tangible. Et c'est ça qui permet de comprendre comment ça marche. Alors bien sûr, le mieux c'est d'aller sur l'UI Symbiotic, sur l'app, parce que là on peut voir en fait, on peut vraiment voir le flot d'argent en fait sur chaque différent network. On voit quel vault à allouer à quel opérateur. Donc on voit en fait comment la TVL est partagée sur chaque network. Et je pense que ça aussi, ça permet de rendre la chose plus tangible. Mais voilà, si vous trouvez ça assez abstrait, dites-vous que vos parents ont dû avoir énormément de mal à expliquer à leurs grands-parents ou à leurs parents ce que c'était un email quand ces personnes-là n'avaient jamais touché un ordinateur. Donc voilà, c'est des choses qui sont très abstraites parce qu'on ne les touche pas, mais fondamentalement, c'est pas sorcier. Merci à toi. On a pu couvrir l'ensemble des sujets qu'on voulait voir aujourd'hui et se faire une meilleure idée de Symbiotic dans les prochains mois. Et à très bientôt. On fera peut-être un deuxième épisode l'année prochaine pour faire un point d'étape. Avec plaisir. Merci.